Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du procès des sorcières de Salem. C'est donc en hiver 1692 que débute l'histoire des sorcières de Salem, qui se déroule donc à Salem Village, à l'époque de l'Amérique coloniale. À cette époque, le surnaturel faisait partie de la vie quotidienne. Ce n'était pas rare que l'on pense et que l'on admette que Satan soit à l'origine de nombreux phénomènes inexpliqués. Ce sont donc Elizabeth Parris, fille du révérend Samuel Parris, et Abigail Williams, nièce du révérend Parris, qui sont à l'origine de tout ce drame. Les deux petites commencent par avoir un comportement étrange. Elles pleuraient sans raison, n'arrivaient plus à prier, elles parlaient une langue inconnue, et elles émettaient des grognements d'animaux. Par la suite, d'autres symptômes sont venus s'y rajouter, tels que des cris aussi intenses que des cris épileptiques. Elles criaient, jetaient des objets dans toute la pièce, elles rampaient sous les meubles, et leur corps se crispait dans des positions particulières. Elles avaient aussi l'impression d'être pincées et piquées par des épingles, mais il n'y avait aucune trace sur leur corps. En peu de temps, ces symptômes se sont étendus dans tout le village, et ça transforma en épidémie. Aucun médecin n'est parvenu à identifier les causes de ces symptômes, et l'un d'eux a fini par conclure à une possession satanique. Certains mirent en place des stratagèmes pour tenter de découvrir qui était la sorcière. Par exemple, en confectionnant un gâteau de sorcière. C'est un gâteau fabriqué à partir de farine de seigle et d'urine des jeunes filles ensorcelées. Et il fut donné à manger à un chien. Selon certaines croyances, la sorcière aurait dû crier ou être blessée. Évidemment, rien ne s'est passé. Il ne restait plus que la solution de demander directement aux jeunes filles le nom de la ou des personnes à l'origine de tout ça. Et c'est Elizabeth Parris, en février 1692, qui au cours de l'une de ses crises, accusa Tituba. Tituba était l'esclave de son père, une amérindienne Arawak, et les autres jeunes filles confirmèrent ses dires. Mais selon elle, il y avait deux autres sorcières. Deux femmes d'un certain âge, quelque peu exclues de la communauté, Sarah Good et Sarah Osborne. Sarah Good était la fille d'une aubergiste française qui s'est suicidée alors que celle-ci était encore adolescente. Elle n'allait pas à l'église. Sarah Osborne, quant à elle, était une vieille femme alitée. On ne la voyait pas non plus très souvent à la messe. Le 29 février 1692, les trois femmes ont été arrêtées, et dès le lendemain, deux magistrats sont arrivés en ville. Lors de sa comparution, Sarah Good reconnaît n'avoir aucune connaissance en magie. C'est à ce moment que l'une des jeunes filles ensorcelées fut brusquement prise de convulsions. Les autres, voyant cela, convulsèrent à leur tour. Elles affirmèrent toutes que le spectre de Sarah Good les mordait et les pinçait. Sarah Osborne comparut à son tour. Elle réfuta également les accusations portées à son égard. Et les jeunes filles reprirent de plus belle leurs convulsions. Ensuite, ce fut au tour de Tituba. À peine fut-elle entrée dans la salle que les jeunes filles se tortillèrent de plus belle. La question que l'on a posée à Tituba était « Avez-vous déjà vu le diable ?» Et celle-ci répondit par « Le diable m'a visité et m'a demandé de le servir. » Elle avoua à la cour avoir participé à des sabbats, et elle affirma que d'autres personnes se livraient elles aussi à ce type de pratique. Les trois femmes furent officiellement accusées de sorcellerie et incarcérées le 1er mars 1692. Le 7 mars, elles furent envoyées à la prison de Boston pour être interrogées. Cependant, à Salem, les troubles des jeunes filles persistaient. Il a été décidé d'envoyer en prison tous les présumés responsables. La peur et l'hystérie gagnaient peu à peu la ville. Des habitants affirmaient que des bêtes pénétraient dans leurs maisons, et certains disaient que Sarah Good venait leur rendre visite dans leur chambre. À cette époque, la preuve spectrale était la preuve la plus fréquemment utilisée contre ceux accusés de sorcellerie. À partir de cet instant, les arrestations se succédèrent. Le 20 mars 1692, c'est Anne Putman et Martha Corey ainsi que Rebecca Nurse, une vieille femme respectée et aimée de tous, qui sont arrêtées et accusées. Les accusations portées finirent par troubler les esprits. Si des personnes aussi respectées et aimées étaient des sorcières, ça voulait dire que n'importe qui pouvait avoir pactisé avec le démon.
Pour déterminer si une personne était bien une sorcière, on se basait sur des accusations, mais également on fouillait le domicile de ces personnes, pour voir si on ne trouvait pas de matériel ou des ingrédients utilisés dans la sorcellerie. On inspectait également le corps des accusés, à la recherche d'une marque en forme de téton. D'après les accusateurs, il s'agissait d'un troisième téton, laissé par le diable lui-même pour permettre aux sorcières de nourrir leurs familiers. Les suspects étaient donc nus et rasés pour ne rien laisser passer. Mais même si l'on trouvait rien, il était convenu que la marque était alors invisible. Selon le Malleus Maleficarum, il est dit que si on plante une épingle dans la marque d'une sorcière, sans causer de saignement ni de douleur, alors l'accusée est bel et bien une sorcière. Au mois de juin 1692, plus de 70 personnes ont été arrêtées et étaient incarcérées. Le grand procès s'ouvrit à Salem le 2 juin 1692. La cour tenait session une fois par mois. Les preuves spectrales furent finalement déclarées irrecevables, ce qui permettra de réduire de manière spectaculaire le nombre de condamnations. Parmi tous les accusés, il n'y a qu'une femme qui fut relâchée après que les accusatrices se soient rétractées. Beaucoup d'autres avouèrent avoir pactisé avec le diable, espérant ainsi sauver leur vie. Mais ce fut tout le contraire. Beaucoup moururent en prison sans même avoir été jugés. Toutes les sessions, sans exception, se terminèrent par la condamnation à mort et aucun acquittement fut prononcé. Les seuls accusés qui échappèrent à la peine capitale étaient ceux qui dénoncèrent d'autres suspects. Le cas de Bridget Bishop fut le premier soumis au grand jury. Elle avoua être d'accord avec tous les actes d'accusation portés à son égard. Elle n'avait pas un mode de vie puritain, portait des robes noires assez étranges. Son mode de vie jugé immoral fut décisif. Elle fut reconnue coupable et exécutée par pendaison le 10 juin sur la crête de Gallows Hill. Le 30 juin 1692, 8 personnes furent reconnues coupables, et 5 furent pendues le 19 juillet. Le 19 août, 5 nouvelles personnes furent exécutées. Durant le mois de septembre, 18 nouvelles personnes furent inculpées. Le 19 septembre 1692, Gilles Corret, un fermier de 80 ans, refusa de se défendre en justice. Il fut alors soumis à ce que la loi prévoyait, une sorte de torture que l'on appelait la peine forte et dure, qui considérait à empiler de lourdes pierres sur la poitrine du prévenu jusqu'à l'écrasement. C'est seulement après 3 jours d'agonie que Gilles Corret mourut. Le 22 septembre 1692, 8 nouveaux accusés furent exécutés. Ce n'est qu'après le retour du gouverneur royal William Phips du Massachusetts, revenu tout droit de la guerre, que les choses changèrent. Il décida de reprendre les choses en main et mit définitivement un terme à la procédure, le 12 octobre 1692. Sa propre femme se trouvait sur le banc des accusés. En janvier 1693, un nouveau procès fut ouvert pour juger les accusés toujours incarcérés. À part 3 d'entre eux, tous furent reconnus non coupables et libérés. Durant l'année 1692, plus de 200 personnes furent accusées de sorcellerie, une trentaine furent exécutées, et beaucoup périrent en prison. Par la suite, les 2 fillettes ont avoué avoir fait ça pour se divertir, et qu'elles s'étaient bien amusées.
beaucoup de choses dans notre monde restent à ce jour inexpliquées. Vous voilà prévenu.